Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il a soigneusement planifié la bataille qui va se jouer dans quelques instants. Les plaines, bien dégagées, sont idéales pour la cavalerie numide. Et Varron n'en peut plus d'attendre. Le matin du 2 août, il donne l'ordre d'attaque. Il dispose sa cavalerie à l'aile droite, la plus proche du fleuve, l'infanterie à gauche, la cavalerie alliée à l'extrémité et au centre, les légions romaines fortes, bien entraînées et fort disciplinées. En première ligne, il place les lanceurs de javelots. L'armée romaine présente comme ça un front étroit et plus compact que d'habitude, de manière à impressionner justement les Carthaginois. Hannibal, de son côté, lui, prépare la riposte. Alors, il n'est pas fou, il sait son armée ridicule en termes de nombre face à l'immense garnison romaine. Mais de cette faiblesse, il va savoir en faire un atout. Un fort vent chaud se lève et il va l'utiliser à son profit. Il place ses soldats de manière à ce qu'ils aient le vent dans le dos. Sciemment, il dispose une première ligne légère et réduit la surface de combat. Il envoie ensuite à Varron des pseudo-déserteurs. Ils sont aussitôt désarmés, disposés à l'arrière du contingent. Le moment venu, ils pourront attaquer les Romains par surprise. Pendant ce temps, Hannibal place les troupes légères devant les cavaliers gaulois et espagnols à gauche et les cavaliers numides à droite, au centre. En demi-cercle, c'est important, il dispose l'infanterie légère. Elle servira de cible à l'armée romaine. Elle pliera, mais sans se rompre, comme le roseau. Vous allez comprendre. Le gros de la bataille sera encaissé par ces vétérans libyens qui prennent place à l'arrière, disposés en 2 rangs profonds. Ils évolueront aussi, eux, de manière à former une immense mâchoire qui engloutira en fait les légions romaines. En gros, pour que vous compreniez bien, les Romains vont avancer, les autres vont faire semblant de reculer, mais sur les côtés, ils vont faire comme une mâchoire et envelopper dans une nasse les légions. Cette disposition est d'une immense mobilité, de façon à pouvoir évoluer avec le combat. Hannibal évolue sur un terrain qu'il a, encore une fois, choisi, étroit, plat, là où les légions romaines ont du mal à se déployer, parce que c'est étroit, justement. Les cavaliers gaulois attaquent en premier. Ils se précipitent sur les cavaliers romains, ils les mettent rapidement en fuite. Sur le flanc droit, les Carthaginois viennent facilement à bout des cavaliers romains qui sont moins nombreux qu'eux. La cavalerie numide attaque les cavaliers alliés des Romains et là aussi les met rapidement en fuite. Comme prévu, le centre carthaginois laisse facilement passer les Romains. Et ils sont ravis les Romains, ils avancent, ils s'enfoncent toujours plus au sein des lignes adverses, mais alors qu'ils pensent avoir gagné, les voilà enfermés dans un effroyable étau, attaqués du coup de toutes parts par les Gaulois et les Africains. La cavalerie romaine est prise à revers par les cavaliers numides. L'armée romaine se retrouve rapidement, entièrement encerclée. Affolée, elle recule devant les troupes carthaginoises qui se reforment, mais ils se heurtent à la troupe africaine derrière et aux 2 ailes carthaginoises, tandis que les Libyens se retournent et agressent les Romains sur les flancs. Écrasés, broyés, les soldats romains s'enfuient, poursuivis par les Numides et les Gaulois. L'armée romaine est littéralement massacrée. Cette bataille aussi est entrée dans l'histoire par l'ingéniosité du dispositif mis en place par Hannibal et par la précision et surtout la rapidité avec laquelle il a fait évoluer ses différents corps d'armée durant toute la bataille. Et cette bataille, là encore, celle de Cannes donc, est toujours enseignée dans les écoles militaires. Elle est considérée comme l'un des plus hauts faits d'armes de l'Antiquité. Ne vous y trompez pas, Napoléon Bonaparte connaissait tout ça et on retrouve beaucoup de choses dans les batailles de Napoléon. Après ce combat rude, harassant quand même, les soldats réclament du repos. Et Hannibal accepte. Mais l'un de ses officiers le presse de ne pas attendre, au contraire, et de se ruer sur Rome. Mais, ô surprise, Hannibal refuse. Il ne comprend pas. Personne comprend. Ils sont pourtant venus pour ça, prendre Rome, piller ses trésors, réduire à néant la puissance romaine, laver l'affront subi pendant la première guerre punique. Mais curieusement, encore une fois, Hannibal campe sur ses positions. Il ne s'attaquera pas à Rome. Pourquoi ? Eh bien, encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on ne sait pas. La seule explication plausible serait qu'il a laissé, je vous l'avais dit dans l'émission première, en Espagne, tous les engins de siège. J'en ai parlé avec Yann Le Bohec, justement. Il semblerait qu'effectivement, ce soit une des raisons principales.
Les Romains expliqueront eux ce refus par l'intervention de la déesse Héra, évidemment, protectrice de Carthage, qui selon eux a utilisé Hannibal pour effrayer les Romains et les pousser justement à lever une armée puissante et à souder un peu plus la société romaine, ce qui n'est pas faux. C'est exactement ce qui s'est passé. Les citoyens riches ou pauvres ont soutenu financièrement leur armée et leur sénat, ce qui justement a permis de ne jamais manquer de ressources pour régénérer ces légions en hommes, en matériel et en nourriture. Toutefois, de son côté, Hannibal reste audacieux, mais pas complètement fou. Rome est une ville fortifiée, construite derrière les montagnes. Du coup, il peut difficilement envisager d'en faire le siège, puisque, encore une fois, je vous le redis, il a été contraint d'abandonner ses machines de guerre en Catalogne. Donc il ne peut pas assiéger la ville. C'est pas ce que César fera 200 ans plus tard avec Alésia. Ils ne sont pas capables en peu de temps de fabriquer des engins de siège. La poliorcétique, c'est-à-dire les techniques de siège, n'existent pas encore dans les têtes carthaginoises. Et donc assiéger la ville, très difficile, très compliqué. S'en emparer, c'est encore plus compliqué. Et c'est le détail qui justement va tout changer. Hannibal est certes vainqueur de la bataille de Cannes, mais il n'est pas en mesure d'exploiter sa victoire, en tout cas pas comme il le voudrait. En plus, il suit la logique de la guerre telle qu'il l'a apprise encore une fois. Selon cette logique, un peuple est définitivement vaincu s'il se reconnaît comme tel. Donc Hannibal est persuadé que, acculés, les Romains vont logiquement se soumettre et lui proposer un traité de paix. Sauf que là, il pense en militaire et non pas en homme politique. Et contrairement à ce qu'il croit, les Romains n'ont aucunement l'intention de s'avouer vaincus. Au contraire, ils persistent dans leur lutte contre les troupes puniques, dans un patriotisme, si vous voulez, exacerbé. Patriotisme est peut-être un grand mot, peut-être un petit peu anachronique. En tout cas, la population s'affole. Hannibal est ad portas, c'est-à-dire aux portes de Rome. Le Sénat rappelle toutes ces légions disséminées dans les provinces. Il fait surveiller chaque voie de communication, chaque pont. On sollicite alors les peuples alliés, on achète tous les esclaves, on enrôle aussi les prisonniers. En tout, le Sénat parvient à lever 2 nouvelles légions composées de 20 000 soldats qui viennent renforcer celles qui sont déjà existantes. Les temples, les édifices publics sont dépouillés de leurs offrandes et de leurs ornements métalliques pour fondre tout cet or, tout cet argent, pour en faire évidemment de nouvelles armes. La population est contrainte à l'austérité, c'est une logique de guerre, c'est un gouvernement de guerre, si vous voulez, comme dirait l'Union soviétique. Mais personne ne proteste, il s'agit de la survie de Rome. Tout le monde se soutient et donne ce qu'il peut. Même les paysans sont enrôlés dans l'armée, ils sont formés, ils sont entraînés pour devenir des soldats professionnels. Tous sont animés par le souhait et le devoir de défendre leur ville et leur civilisation carrément contre des assaillants venus d'une nation, je mets des guillemets, barbare, vous savez, qui ne parle pas latin. Quant à Hannibal, étonnamment, il ne se méfie pas du tout de cette soudaine et importante mobilisation. Il se repose à Capoue avec son armée. Il est dans les fameux délices de Capoue, comme on dit. Apparaît alors un jeune homme brillant, et plein d'avenir, vous allez voir, c'est Scipion. Polybe ne tarit pas d'éloges à son sujet, louant entre autres sa grande piété. Alors c'est vrai qu'il s'enferme souvent dans le temple de Jupiter pour, dit-il, recevoir des instructions du grand dieu dont il prétend être le fils, carrément. Il s'est distingué pendant les batailles du Tessin et de Cannes, marquant les esprits par sa grande bravoure et son fort patriotisme. Et il commence déjà à se faire un nom à Rome, et il est élu magistrat à tout juste 22 ans. Et comme tant d'autres, il attend son heure. Eh bien, il n'aura pas longtemps à attendre. En cette année 213 avant notre ère, le vent est en train de tourner pour Hannibal. La flotte romaine soumet la Sicile, la Sardaigne et la grande cité alliée de Carthage, Syracuse, tandis qu'en Espagne, les troupes envoyées par Rome viennent à bout de la résistance des tribus alliées aux Carthaginois. En Italie aussi, la fortune change de camp. Capoue, dont les habitants s'étaient ralliés à Hannibal, est assiégée par les Romains et malgré la résistance farouche des hommes et des femmes assiégés, vaincue par les troupes romaines. Cette prise est une véritable catastrophe pour Hannibal et son armée qui se voient privés d'alliés et surtout de sources de ravitaillement. L'année 216 avant notre ère était celle des victoires, celle de 211 et celle des défaites.
Partout, les troupes carthaginoises se font battre par les armées romaines. Hannibal implore en vain sa ville si chère à son cœur, Carthage, de lui venir en aide, de lui envoyer des hommes, des vivres et des armes. Mais le Sénat carthaginois se soucie bien plus de la perte de ses ports de commerce et de ses comptoirs que des déboires militaires du grand stratège. En outre, il commence à vaciller dans son soutien à Hannibal, car il craint la colère de Rome, le Sénat carthaginois, beaucoup plus puissante que la cité punique, qui n'est plus aussi brillante justement qu'auparavant. Après tout, Hannibal s'est fourré tout seul dans ce pétrin, qu'il s'en sorte par lui-même.